C'est fou, cette scène qui se répète chaque année à l'approche du mois de juin. Le grand silence dans la salle d'examen, le bruit de l'horloge, les copies doubles, et puis, sur la table, un sujet de philo avec un mot massif, genre incontournable. La vérité. Ah oui, c'est le classique qui donne des sueurs froides à tout le monde. Mais grave, c'est un concept qui donne le vertige. On l'utilise tous les jours, on l'exige des politiciens, de nos amis, des médias. On a l'impression de savoir ce que c'est, mais dès qu'on doit le définir proprement sur une feuille blanche, il n'y a plus personne. C'est totalement normal en fait, parce que la vérité, c'est le paradoxe central de toute la philosophie. C'est à la fois notre boussole de tous les jours et l'horizon le plus insaisissable qu'on puisse imaginer. Ouais, parce que c'est pas un objet qu'on peut poser sur une table. Exactement. C'est pas un truc physique qu'on met sous un microscope. C'est une relation, c'est un jugement, une valeur. Et tout le problème, c'est de savoir comment on établit cette valeur. Du coup, l'objectif de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, c'est justement de dissiper ce brouillard. En fait, ma fille passe son bac de philo très bientôt. Ah, bon courage à elle, hein. Merci pour elle. Et du coup, on a rassemblé un dossier massif de fiches de révision, de manuels, de textes fondateurs, et on va transformer tout ça en un plan de révision audio. Un truc super structuré, vivant, pour elle et pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent muscler leur esprit critique. Je suis ravie de participer à ça. On va vraiment décortiquer la mécanique de la vérité, comment on la définit face aux opinions, par quels moyens on essaye de la capter et surtout à quoi ça sert concrètement. Bon, alors, c'est parti. Première étape de notre plan d'attaque, la définition. Faut bien commencer quelque part, hein. Ouais, et le meilleur point d'ancrage dans nos sources, c'est une définition classique, très ancienne, qui a été peaufinée au Moyen-Âge par des penseurs comme Thomas d'Aquin. C'est une formule latine redoutable. Vas-y, je suis prêt. Adequatio rei et intellectus. Ah oui, d'accord. Adequatio rei et intellectus. Ce qui veut dire... L'adéquation de la chose et de l'esprit. Ok, donc ça veut dire que la vérité, elle flotte pas dans les nuages toute seule. Non, c'est ça. Et c'est pas non plus une invention de notre cerveau. C'est vraiment le point de contact, l'alignement parfait entre la réalité matérielle et l'idée qu'on s'en fait. Genre, si je dis la porte de mon bureau est fermée, Voilà. Ton affirmation n'est vraie que si, dans le monde physique, le battant de la porte touche le cadre. Si c'est ouvert, ton idée n'est pas en adéquation avec la chose. C'est faux. c'est limpide. Mais le problème, c'est que ça demande d'être d'accord sur la réalité de base. Et aujourd'hui, on entend tout le temps le fameux « à chacun sa vérité ». Le fameux relativisme, c'est une idée très à la mode, mais qui vient de l'Antiquité en fait. L'idée que la réalité s'adapte à la perception de chacun, pour éviter de se froisser. C'est vendu comme de la tolérance, mais logiquement, c'est un poison. J'y pensais en lisant les fiches de révision de ma fille, c'est comme si on jouait aux échecs. Ouais, On fait une partie, c'est tendu, et d'un coup je te dis « bon, selon ma vérité, mon pion peut reculer et bouger en diagonale ». Et toi tu me dis « dans ma réalité, mon cavalier peut sortir du plateau ce serait le chaos total. ». C'est ça. Ça crée pas un jeu super ouvert et passionnant. Ça détruit juste la partie. On peut plus communiquer. Et le père de ce chaos intellectuel, c'est Protagoras, un sophiste grec. Dans nos textes, sa maxime est partout. Il disait « L'homme est la mesure de toute chose ». L'homme avec un grand H ou l'individu? L'individu, justement. Son idée, c'est que l'expérience subjective est la seule vraie mesure. S'il y a un vent qui souffle et que toi tu as froid et que moi j'ai chaud, Ce qui arrive tout le temps. Protagoras dirait que le vent est objectivement froid et objectivement chaud. Donc l'opinion devient la réalité. Deux trucs opposés sont vrais en même temps. C'est la mort du débat rationnel. Et c'est là qu'Aristote débarque. Il a écrit la métaphysique et il a vu le danger. Il a compris que si on accepte ça, la pensée s'effondre. Et il a une riposte plutôt lourde à ce que je vois dans nos notes. Très lourde. Il pose un mur indestructible, le principe de non-contradiction. Il dit que c'est impossible qu'une même propriété appartienne et n'appartienne pas en même temps à un même objet sous le même rapport. Pour reprendre ma porte de tout à l'heure, elle peut pas être ouverte et fermée exactement au même moment. C'est physiquement et logiquement impossible. Aristote pose les règles du langage avec ça. Sinon, les mots n'ont plus de sens. Il a un exemple génial d'ailleurs dans les textes, avec un bateau. Ah oui, la trirème. Il a un humour assez mordant, Aristote. Il dit que si on rejette son principe, tout se confondrait. Un humain serait indiscernable d'un mur ou d'une trirème. Et une trirème, c'était ces énormes navires de guerre avec 3 rangées de rames. C'est ça, un truc massif, indéniable. Dire qu'un mec dans la rue équivaut à un croiseur de guerre, ça montre bien l'absurdité du « à chacun sa vérité ». Donc, pour récapituler, pour la fiche de révision,
Grand 1. On écarte le relativisme de Protagoras grâce à Aristote. Il nous faut une cohérence objective. Tout à fait. Mais du coup, ça nous amène au grand 2. C'est bien beau de dire qu'il y a une réalité objective à l'extérieur. Mais nous, on est coincés dans notre corps. Comment on la capte, cette vérité? Avec nos 5 sens ou juste avec notre cerveau? C'est là que les philosophes se déchirent. Et dans nos sources, on a une position ultra radicale, celle d'Épicure et de Lucrèce. Eux, ils sont dans un matérialisme absolu. Ils misent tout sur les sens, c'est ça? Exactement. Épicure lâche cette phrase incroyable. Il dit « Nos sens ne se trompent jamais Attends, quoi? C'est n'importe quoi. Mes sens me trompent tous les jours. ». Je sais, c'est contre-intuitif. Oui, si je mets une paille dans mon verre d'eau, je la vois tordue. C'est la réfraction. Mes yeux me mentent. Si je suis dans le désert, je vois des mirages. Sans parler des rêves, la nuit où mon cerveau invente des trucs dingues. Fonder la vérité là-dessus, c'est suicidaire. C'est l'objection classique. Mais Épicure a une théorie physique pour se défendre. Il parle des fantasaïs, les impressions sensibles. Il pense que les objets physiques émettent des genres de simulacres. Des pellicules d'atomes, un truc comme ça. Oui, des couches d'atomes super fines qui se détachent de l'objet, qui voyagent dans l'air et qui viennent frapper ton œil ou ton oreille. Et pour Épicure, ton œil est juste un récepteur mécanique. Il capte l'impact de manière totalement neutre. Donc, l'impact en soi est vrai. Ah, je vois l'astuce. Donc, l'œil capte bien la lumière déformée par l'eau pour ma paille. Voilà, la sensation est vraie. C'est ton esprit qui foire en tirant une conclusion hâtive. C'est ton cerveau qui a tort de dire « Ah, la paille est cassée ». Ok, c'est malin. Mais ça veut dire qu'il y a une marge d'erreur énorme au niveau de l'interprétation de l'esprit. Et ça, c'est le boulevard parfait pour Platon. Ah bah Platon, lui, il déteste le corps. Pour lui, le monde matériel qui change tout le temps, c'est que de l'illusion. Tenter d'y trouver une vérité fixe, c'est mort. Faut tout chercher dans la tête alors. Dans le monde des idées avec un grand I, un monde purement intellectuel où vivent les essences parfaites des choses, faut s'arracher du monde sensible. Mais il y a un truc qui me fascine dans ce que j'ai lu, c'est la mécanique de l'apprentissage chez Platon. Parce que si la vérité, elle n'est pas sur Terre, comment nous, humains, on peut avoir la moindre idée de ce que c'est? Et c'est là qu'on rentre dans la mythologie. Platon a cette métaphore incroyable dans la République, le mythe d'Hère le Pamphilien. J'adore cette histoire. Raconte. En gros, il décrit ce que font les âmes entre deux vies terrestres. Avant de se réincarner, elles traversent une espèce de désert étouffant, la plaine d'Amélès. Elles meurent de soif et elles sont obligées de boire l'eau du fleuve l'été. Le fleuve de l'oubli. C'est ça. En buvant cette eau, l'âme oublie toutes les idées pures et les vérités absolues qu'elle avait vues dans l'au-delà. Et boum, elle tombe dans un corps physique, complètement amnésique. Donc, si je suis le raisonnement, quand ma fille apprend un truc pour son bac, elle n'apprend rien de nouveau. Non, elle ne fait que se souvenir. C'est une archéologie mentale. Platon appelle ça la réminiscence. Apprendre, c'est faire l'effort douloureux de retrouver ce que notre âme savait déjà avant. C'est super poétique, ce désir de vérité qui serait juste la nostalgie d'un paradis perdu. Mais bon, quelques siècles plus tard, on a Descartes qui arrive avec ses gros sabots et qui rationalise tout ça. Oui, Descartes reprend cette idée d'une vérité qui est déjà à l'intérieur de nous, mais il enlève toute la magie. On oublie les fleuves de la mythologie grecque, on passe à l'évidence rationnelle, pure. Le fameux concept de l'idée innée. Exactement. Il dit que la capacité à trier le vrai du faux, c'est pas l'expérience qui nous la donne, c'est livré de série, dans notre cerveau, à la naissance. C'est un équipement de base. Genre, on a un droit naturel à la vérité. Pour comprendre que 1 plus 1 égale 2, faut déjà que le concept de vérité soit gravé en nous. Et nos textes citent une lettre géniale qu'il envoie au père Mersenne en 1639. Il utilise une image hyper parlante sur les instruments de mesure. L'histoire de la balance, c'est ça? Oui, il dit, si on veut vérifier qu'une balance marche bien avant de l'utiliser, on a plein de moyens physiques. On met des poids de référence. Ouais, on la tard. Mais pour la vérité, on n'a aucun outil extérieur. Il conclut que si on ne connaissait pas la vérité de nature, on n'aurait aucun moyen d'apprendre ce que c'est. C'est fort. On ne peut pas utiliser un miroir extérieur pour vérifier notre esprit. L'étalon de mesure, c'est l'esprit lui-même. Descartes appelle ça la lumière naturelle. C'est cette fulgurance qui frappe ton intellect de façon claire et distincte, sans que tes yeux ou tes oreilles s'en mêlent. Sauf que, et c'est là qu'on arrive à notre grand 3 sur la méthode, si on a tous cette super boussole interne infaillible, comment tu expliques qu'on est passé des siècles à s'entretuer pour des dogmes complètement faux et des superstitions absurdes? Ah, bah c'est le gros point faible de l'idée innée. La boussole, elle est là, mais elle est complètement détraquée par des interférences.
L'éducation, les peurs, les passions. Exactement. Tout ça crée des couches de sédiments sur notre belle intuition pure. Donc pour retrouver la vérité, faut déblayer. Et la pelle pour déblayer, c'est le doute. Et alors là, les sources montrent qu'il y a deux salles, deux ambiances concernant le doute. D'un côté, on a le doute cartésien de Descartes, et de l'autre, le doute des sceptiques. Descartes, il utilise le doute comme une pelleteuse méthodique. Dans ses règles pour la direction de l'esprit, c'est un doute hyperbolique. Il décide volontairement de considérer comme faux tout ce qui n'est pas certain à 100%. Il jette tout. Tout. Les infos de ses sens, la réalité de son propre corps, il se dit qu'il est peut-être en train de rêver, ou pire, qu'un malin génie le manipule. Mais son but, c'est pas de tout casser pour le plaisir, si. Non, pas du tout. C'est un crash test géant. Il veut voir s'il reste une seule brique incassable dans les décombres. Et il la trouve. Oui, le point culminant. Il se dit « Ok, je doute de tout. Mais pendant que je doute, il y a un truc évident. C'est que je suis en train de penser. Pour me tromper, je dois penser. Et pour penser, je dois exister. » Le fameux « je pense, donc je suis », le cogito. Voilà. C'est sa vérité première, et à partir de là, il reconstruit toute la maison. Donc le doute chez Descartes, c'est juste un échafaudage. On le démonte à la fin. Mais cette idée de trouver la certitude définitive, ça coince avec l'autre grande team de notre grand 3. Les sceptiques. On les caricature souvent, de l'Antiquité jusqu'à Hume, en disant que ce sont des gros feignants qui se disent « Oh, bon, à quoi bon chercher, on saura jamais ». C'est tellement faux. C'est une insulte à leur pensée. Étymologiquement, sceptique, en grec, ça vient de skeptiker. Ça veut dire examiner, chercher, observer minutieusement. Donc c'est des chercheurs compulsifs. Totalement. Leur argument, c'est pas on refuse de réfléchir », c'est de dire « Écoute, on a cherché partout et honnêtement, il n'y a aucun critère théorique absolu qui permette de dire « ça y est, on a la vérité définitive ». N'importe quelle théorie géniale peut être détruite demain par une nouvelle découverte. Ils refusent le dogmatisme en fait. Ils veulent pas planter leur drapeau et dire « la science s'arrête là ». C'est ça. Mais j'ai une objection. Si tu doutes tout le temps de la réalité théorique des choses, comment tu fais pour vivre? Genre si je doute que le sol est solide, pourquoi je ferais un pas pour avancer? Les sceptiques ont pensé à ça. Ils mettent un gros mur étanche entre la théorie, la métaphysique et la praxis, c'est-à-dire la vie de tous les jours. D'accord. Le doute, c'est pour les grandes théories sur l'univers, pas pour savoir si tu vas manger. Un sceptique, même s'il doute de la nature intime de la matière, quand il a faim, il sait très bien qu'il faut manger un bout de pain et pas un caillou. Tu m'étonnes. C'est l'instinct et l'habitude qui guident la vie quotidienne. Mais la raison, elle, reste prudente sur la théorie. C'est hyper moderne en fait. C'est presque la méthode scientifique actuelle, qui fonctionne avec des modèles qu'on peut réfuter, pas avec des révélations divines. Exactement. C'est l'humilité intellectuelle par excellence. Bon, ça nous mène à notre grand 4. Jusqu'ici, on a vu Aristote, Platon, Descartes. Ils ont tous un truc en commun. Ils voient la vérité comme une cible fixe, un état final. Oui, un truc à atteindre et à contempler. Sauf que tournant du XXe siècle, le monde change. Révolution industrielle, essor des sciences, l'homme transforme la nature à la chaîne. Et la vision de Platon commence à prendre la poussière. Il y a un nouveau paradigme qui débarque. Et si la vérité, c'était pas une étoile dans le ciel, mais un outil de travail. Un couteau suisse, quoi. J'adore l'image du couteau suisse. C'est exactement le courant pragmatiste, ça. C'est le philosophe américain William James qui casse les codes avec son livre « Le pragmatisme ». Pour eux, chercher si une idée correspond à une réalité abstraite, c'est une perte de temps. Du coup, c'est quoi leurs critères? La réussite, l'action, les effets mesurables. Ah ouais, c'est radical. On se demande plus est-ce que cette idée est l'essence pure du monde, mais qu'est-ce que ça m'apporte concrètement de croire que c'est vrai? Voilà. Si une idée te permet de résoudre un problème, de t'adapter à ton environnement, et que ça marche dans la vraie vie, alors elle gagne le titre de vérité. La vérité, selon James, c'est d'avoir de précieux instruments pour l'action. Donc, la vérité, elle n'est pas là dès le départ. Elle arrive à une idée parce qu'on la vérifie en l'utilisant. C'est dynamique. C'est un processus en cours, perpétuel. La vérité, elle se fabrique dans le labo de la vie. Ce qui est dingue, c'est que nos fiches montrent que cette logique pragmatique, elle a été utilisée bien avant William James et sur un sujet hyper inattendu, la religion. C'est Blaise Pascal. Ah oui, Pascal et son fameux pari. C'est du pragmatisme pur et dur. Pascal, il essaie pas de te prouver que Dieu existe avec une équation mathématique ou géométrique, il pense que c'est hors de portée. Du coup, il regarde les conséquences. C'est ça, il regarde l'utilité existentielle de la foi. Si le fait de croire en Dieu te soulage de l'angoisse de la mort, si ça te donne un cadre moral qui rend la société plus pacifique et que ça t'élève personnellement, ces effets-là, ils sont réels et mesurables.
Donc, pour celui qui la vit, cette foi devient une vérité par l'expérience pratique qu'elle lui offre. On n'est plus du tout dans l'exactitude scientifique, mais dans le rendement psychologique. C'est ça. La vérité évaluée par ses fruits, pas par ses racines. C'est une perspective hyper rafraîchissante. Bon, je crois qu'on a fait le tour et la boucle est bouclée. Si je fais le récap pour ma fille et pour tous ceux qui révisent. Grand 1, il faut éviter le piège du relativisme avec Aristote, sinon la pensée meurt. Grand 2, la source de la vérité, c'est chaud entre nos sens trompeurs selon Platon et notre raison pure défendue par Descartes avec ses idées innées. Grand 3, pour y voir clair, on utilise le doute, soit comme un bulldozer temporaire chez Descartes, soit comme une enquête permanente chez les sceptiques. Et enfin, le grand 4, avec le pragmatisme de James, on juge la vérité à son utilité concrète dans nos vies. C'est un sacré arsenal intellectuel. C'est clair. Et tu vois, en parcourant cette histoire de la vérité, on se rend compte que l'homme s'acharne depuis toujours pour essayer de capturer une idée définitive. Et dans les marges de nos sources, il y a une dernière pensée de Montaigne qui vient clore le tout. Oui, Montaigne voyait la quête de la vérité non pas comme une victoire finale, mais comme une, je cite, obstination. C'est ça l'idée provocatrice pour la fin. Et si, face à l'univers immense et à nos petits cerveaux humains, vouloir posséder, la vérité absolue, c'était juste un délire dangereux? Et si la vraie noblesse de la philosophie, c'était pas d'avoir la réponse, mais de ne jamais, jamais arrêter de chercher? Une belle invitation à garder son esprit grand ouvert. Exactement. Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi. Avec plaisir, et on croise les doigts pour le bac.